Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du séminaire sur le vidéoclip musical, année de Master 1 Sorbonne Nouvelle 2020-2021. Alors jusqu'à présent on a vu des choses liées à la nature du vidéoclip, sa définition, au cours d'une vaste introduction qui nous a amené à considérer toutes sortes de questions. Et puis on est passé aussi par la question du rapport entre musique et image à l'intérieur du vidéoclip, a été désigné dans ce séminaire comme une des sources principales de la spécificité expressive du vidéoclip en tant que message audiovisuel. Et à présent, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de la classification, de la typologie des vidéoclips, parce que c'est une façon particulièrement efficace et instructive de les aborder, à la fois pour les distinguer entre eux selon le registre spectaculaire qu'ils investissent, mais également pour mieux les comprendre et pour mieux les analyser. Ça peut être un outil extrêmement intéressant. Par ailleurs, cette classification, cette typologie des clips nous permet également d'aborder énormément d'aspects liés à leur composition ou à leur fonction dans l'espace médiatique. Donc c'est une porte ouverte aussi vers d'autres questions qu'on n'aura peut-être pas le temps de traiter très frontalement au cours de ce semestre un petit peu particulier que l'on fait en distanciel, mais qui pourront être abordés ponctuellement à travers certains exemples qui vont être donnés à l'intérieur donc de cette partie du cours qui démarre aujourd'hui. Une partie du cours donc sur la classification ou la typologie des vidéoclips musicaux. Alors, la catégorisation ou la classification, c'est quelque chose qui est naturel à l'esprit humain parce que catégoriser, ranger dans des catégories les phénomènes, ça permet de mieux les distinguer, ça permet aussi de mieux les comprendre. La question qu'on peut se poser si on veut opérer une classification ou une typologisation des vidéoclips musicaux, c'est sur quels critères allons-nous opérer cette classification. Et un des premiers critères qui semble relativement naturel, surtout pour une forme audiovisuelle qui est à ce point associée à la musique, ce serait de calquer dans le domaine des clips la classification générique, la classification par genre, qu'on retrouve dans le domaine musical, c'est-à-dire à distinguer par exemple entre le clip de rap, le clip de métal, le clip de pop, le clip d'électro et ainsi de suite pour tous les genres ou sous-genres de la vaste galaxie des musiques populaires. Alors c'est quelque chose qui a été d'ailleurs proposé par certains théoriciens du vidéoclip, notamment ceux qui viennent des musiques populaires, de l'étude des musiques populaires, qui sont avant tout des musicologues, parce qu'ils peuvent voir à l'intérieur des vidéoclips, donc sous une forme visuelle, ils peuvent retrouver certains des grands traits définitoires associés à certains grands genres musicaux. Par exemple, le rap nous présente souvent des clips qui sont situés dans des décors urbains, dans des quartiers défavorisés, dans des ghettos, dans les grandes villes américaines ou dans ce qu'on appelle les cités en France ou les banlieues populaires. C'est vrai qu'on retrouve assez souvent ce type de décor dans les clips de rap. À l'inverse plutôt, de manière différente, eh bien, par exemple, on retrouve très souvent dans les clips associés au genre métal euh, une attention toute particulière de la mise en scène sur le jeu instrumental des membres du groupe, ce qui reflète la grande préoccupation pour la technique instrumentale
qui est partie prenante de la culture métal. Alors que du côté du rap, évidemment, si les clips sont souvent tournés dans des quartiers urbains défavorisés, c'est parce que bien souvent les artistes viennent de ces quartiers, ou en tout cas se revendiquent de la culture de ces quartiers, et qu'il y a une forme d'authenticité qui est en jeu ici, et à travers donc l'implantation territoriale en quelque sorte de la provenance de la musique. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas du tout illogique de passer par la question des genres musicaux pour aborder les genres de clips. Ça peut fonctionner sous une certaine mesure, c'est quelque chose qui peut donner quelques résultats. Mais ça n'est pas totalement satisfaisant. Et assez vite, cette classification des clips par rapport au genre musical qui est illustré montre ses limites, notamment parce qu'on peut avoir dans un même genre musical des clips extrêmement différents en termes de registres spectaculaires, et qu'à l'inverse, on peut retrouver des clips très semblables les uns les autres dans des genres musicaux qui sont aux antipodes, ou en tout cas qui sont très distincts. Donc il faut trouver une autre façon de catégoriser ou de typologiser les vidéoclips si on souhaite le faire, et on va trouver cette façon de typologiser les clips en se reposant sur des critères internes à la forme clip elle-même, qui ne seront donc pas des critères directement importés du secteur des musiques populaires. Et le critère principal sur lequel les classifications les plus stables reposent, c'est le critère du registre spectaculaire qui est investi par les vidéoclips. Et on va donc distinguer entre les clips performantiels, qui sont les clips qui mettent en scène une performance musicale sur le plan visuel, hein, soit le chant, soit la danse, soit le jeu instrumental, soit les trois en même temps ou deux parmi les trois. En tout cas, c'est l'idée dans les clips performantiels qu'on assiste à un spectacle musical, qui peut prendre des formes très diverses comme on va le voir. Il y a également les clips narratifs, dont le but principal est de raconter une histoire, au sens, je dirais, fort du terme, parce qu'on pourrait toujours se demander qu'est-ce qu'une histoire, à partir de quand est-ce qu'il y a un développement, à partir de quand est-ce qu'il y a une transformation. Non, là on va vraiment parler de clip narratif quand on va avoir des personnages bien définis, dans un univers fictionnel bien délimité, et même si l'action est minimale ou très condensée, parce qu'un clip est une forme brève, l'idée dans les clips narratifs, c'est qu'on retrouve voilà, ce désir de fiction, ce désir de mettre en scène la fiction et de proposer un développement à partir d'une situation initiale comportant des péripéties et allant vers un dénouement. Enfin, une troisième catégorie de clips, ce sont les clips conceptuels. Ce sont les clips qui reposent avant tout sur une idée esthétique singulière, originale et centrale dans la composition d'un clip. Donc je vous donnerai des exemples lorsqu'on abordera plus précisément dans une autre vidéo cette question des clips conceptuels pour que ce soit plus parlant. Mais de toute façon, la première chose qu'il faut vous dire par rapport à cette typologie en trois parties, en trois parties distinctes, c'est que le but d'une typologie, ce n'est pas de ranger les clips une fois pour toutes dans une ou l'autre des catégories. On n'est pas des chef de rayon à la Fnac, où on devrait ranger les DVD dans un genre de film par exemple, dans un genre particulier pour que les clients les retrouvent. Nous, c'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de se servir de cette typologie pour mieux comprendre comment les clips fonctionnent. Et par conséquent, il faut user de cette typologie de façon souple. Autrement dit, considérer qu'un clip peut très bien être performantiel et narratif, par exemple. Ça arrive très souvent, par exemple, que des clips soient présentés sous la forme d'un montage alterné, avec d'un côté l'artiste musical qui performe sa chanson en playback, donc qui livre un spectacle musical,
côté performantiel. Et de l'autre côté, dans le montage, on a le développement d'une histoire avec des personnages à qui il arrive des choses, etc. Parfois, c'est même l'artiste musical à qui il arrive des choses, mais qui en même temps interprète sa chanson. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve avec des clips qui sont à la fois performantiels et narratifs. C'est tout à fait possible. On peut également avoir des clips narratifs et conceptuels. C'est notamment le cas quand la narration va reposer sur un concept particulier. Qui va donner à l'histoire racontée une touche éminemment originale. Et de cette originalité, elle va être suffisamment forte pour faire en sorte que le clip soit vraiment très singulier dans la production. Et en plus, on va vraiment avoir l'impression que l'ensemble de la composition du clip repose autour de cette idée esthétique originale, cette idée de récit original. Donc dans ce cas, on aurait des clips narratifs et conceptuels. Et ainsi de suite. On peut avoir des clips performantiels et conceptuels. On peut avoir des clips qui même participent des trois dimensions. Donc le but ici, c'est pas de ranger les clips une fois pour toutes dans une catégorie, mais c'est de se demander, peut-être on va dire, quelle est la catégorie dominante dans le clip que j'analyse ou que j'ai sous les yeux. Euh, alors je vous demande un petit instant, c'est le problème du distanciel, c'est qu'il y a la sonnette d'entrée qui vient de retentir chez moi. Voilà, reprise de l'enregistrement après cette petite interruption. Les joies du distanciel. Et donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que eh bien, les trois grands types de clips, donc on n'est pas obligé de choisir une fois pour toutes si un clip participe de l'un ou de l'autre, mais on peut se demander s'il n'y a pas un de ces trois types qui a été prioritaire dans la composition du clip. Par exemple, voilà, on peut très bien se dire qu'il y a une part conceptuelle dans la mise en scène de la performance, mais qu'au fond c'est quelque chose de purement décoratif et que le plus important c'est quand même l'aspect performantiel. Et ainsi de suite. Enfin, pour chaque clip, en fait, le questionnement peut être réactivé. Et donc, il vaut mieux considérer ces trois types de clips comme des dimensions expressives qui opèrent à des degrés plus ou moins forts à l'intérieur des vidéoclips et en les repérant, ces dimensions expressives, eh bien, on avance dans l'analyse et dans la compréhension des vidéoclips. Donc voilà en gros à quoi va servir cette typologie, essentiellement à essayer de mieux comprendre les clips à partir de leur grande catégorie de composition. Et dans cette vidéo-là, eh bien, nous allons analyser dans un premier temps, étudier dans un premier temps la question des clips performantiels. Alors sur les clips performantiels, en fait, euh, on va regarder pas mal d'extraits, bien évidemment, mais la principale chose donc à dire, c'est que ce sont des clips donc, dont le but principal est de montrer, de représenter l'artiste musical ou éventuellement d'autres performeurs musicaux qui accomplissent un spectacle scénique en lien avec la musique devant nous, devant la caméra. Donc c'est le type de clip qui va dialoguer de la façon la plus poussée avec l'héritage scénique de la musique, avec les spectacles musicaux de scène. Même si, évidemment, il peut y avoir de la part des compositeurs des clips, de la part des réalisateurs, des stratégies pour finalement proposer encore d'autres types de spectacles que ceux auxquels on est habitué sur scène. Ça, c'est quelque chose que l'on va voir très vite avec la fameuse dialectique authenticité-artificialité. Parce qu'en fait, si jamais on considère que nous sommes face à des clips dont le but principal est de donner la mise en scène d'un spectacle musical, toute la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce spectacle musical va être très proche de ceux auxquels on pourrait assister dans la réalité, par exemple avec des artistes qui sont sur une véritable scène de concert. Dans ce cas, on serait plus proche d'une certaine forme d'authenticité,
Ou est-ce qu'au contraire, les réalisateurs de clips vont se servir des moyens audiovisuels, notamment du montage, notamment de la mise en scène, notamment des effets spéciaux ou des effets graphiques, pour nous proposer au contraire un spectacle musical qui serait inenvisageable dans la réalité, qui serait impossible dans la réalité, parce que reposant spécifiquement sur les moyens propres de l'audiovisuel. Voilà une question, une dialectique fondamentale qui est vraiment à la base des clips performantiels, cette dialectique entre authenticité et artificialité, selon qu'on soit plus ou moins proche dans le clip de l'exercice normal des spectacles musicaux-scéniques dans la vraie vie, ou au contraire qu'on soit plus proche de types de spectacles intégralement recomposés par les moyens propres de l'audiovisuel, c'est-à-dire en fait des spectacles jamais vus, ou en tout cas absolument inenvisageables dans la vie réelle. Cette question, cette dialectique authenticité-artificialité, il faut bien la prendre en dégageant les termes authenticité et artificialité des jugements de valeur qui peuvent leur être accolés. Parce qu'il est évident que quand on parle d'authenticité ou d'artificialité, on aura plutôt tendance à penser que l'authenticité est quelque chose de positif et l'artificialité quelque chose de négatif. Et c'est notamment souvent le cas dans l'étude des musiques populaires, hein. Dans les propos, dans les discours, dans les écrits sur les musiques populaires, la question de l'authenticité, elle est fondamentale. Un artiste musical, pour être respecté, il doit être authentique, hein. Il doit être sincère, il doit être rebelle, il doit être sans compromis, il doit être puriste, hein. Bon, tout ça, ça fait partie du pôle authenticité qu'on accole aux artistes musicaux dans le domaine de la musique, hein. Alors que si on considère qu'un artiste musical n'est pas authentique, on va considérer que c'est quelqu'un de fabriqué, que c'est quelqu'un qui a été poussé par ses producteurs, qu'il a été vendu au système, qu'il est trop commercial, qu'il ne respecte pas l'esprit d'une musique, etc. Et dans ce cas, le verdict est beaucoup plus sévère. Donc nous, dans ce cas de figure, eh bien, pour la question du vidéoclip, la question authenticité-artificialité se pose différemment, hein. Ce n'est pas une question de jugement de valeur, c'est simplement l'idée d'être plus proche des conditions authentiques d'exercice de la musique dans la vie réelle, pôle authenticité, ou au contraire d'être plus dans la reconstruction d'un spectacle musical nouveau grâce aux moyens audiovisuels, pôle artificialité. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans cette dialectique, puisque à la limite on pourrait même se dire que le vidéoclip s'affirme en tant qu'art plus en allant le plus possible du côté de l'artificialité. Hein, puisque si on en est resté tout le temps au pôle authenticité, on pourrait à la limite penser que le vidéoclip ne fait que enregistrer des performances scéniques qui pourraient très bien avoir lieu dans la vie réelle, et en plus il le fait avec le playback, donc de façon relativement moins sincère justement que dans la vie réelle. Mais dans tous les cas, voilà, le message, c'est qu'il faut dégager ces deux termes, authenticité et artificialité, dans l'étude des clips, des jugements de valeur qui peuvent leur être portés. Il peut y avoir d'excellents clips qui sont vers le pôle authenticité et d'excellents clips qui sont vers le pôle artificialité. La question, en tout cas, qu'on peut poser de base, c'est de se dire, finalement, est-ce que il n'y a pas une artificialité immédiate, hein, pour tous les vidéoclips du simple fait qu'ils sont composés avec le playback. Le playback qui est à la base un illusionnisme, qui est une inauthenticité fondamentale. Ça veut dire que la performance de l'artiste musical, même si on la voit filmée sous nos yeux, est une performance dans laquelle l'artiste musical a synchronisé les gestes de production de la musique sur une musique qui existait déjà,
et donc ne l'a pas produit a priori le jour même du tournage, cette performance musicale. Il n'en a produit que l'image. Et cette inauthenticité fondamentale du playback, elle se trouve également souvent dans les performances qui ont lieu sur les plateaux de télévision, dans les émissions de variété. Et ça a été d'ailleurs un des grands problèmes qu'a affronté le clip dans son processus de légitimation, puisque par principe, en quelque sorte, pour les aficionados des musiques populaires, un vidéoclip pose un problème d'authenticité. Hein, du fait que c'est du playback et que le playback c'est quelque chose de compromis au spectacle commercial, populaire, familial de la télévision et de la culture de masse. Donc là, d'une certaine façon, il faut passer outre, évidemment, cette inauthenticité fondamentale, puisque 99,9% des clips reposent sur le playback. Donc de toute façon, il y a du playback. Ensuite, il faut voir si, au niveau visuel, on est face à quelque chose qui se rapproche de l'exercice normal des spectacles scéniques de la musique, ou si on est face à quelque chose qui s'en éloigne et qui recrée de nouveaux types de spectacles, de nouveaux types de mise en scène. Pour aborder également cette question et de la dialectique authenticité-artificialité, une notion bien pratique que je vais souvent employer ici, c'est celle du contexte DCS, contexte décor, costume, situation. L'idée, c'est que tout clip mettant en scène un artiste musical ou des performeurs qui livrent un spectacle musical sur la musique d'origine, eh bien, tout clip nous présente un certain contexte DCS, voire plusieurs, parfois au cours du clip, notamment pour les clips qui ne cessent de délocaliser l'artiste musical d'un contexte DCS à l'autre grâce au montage. Et donc un contexte, décor, costume, situation, qui nous présente par exemple l'artiste musical dans un certain lieu, qui a certaines caractéristiques, avec certains habits, et en train d'accomplir certaines actions. Donc cette notion de contexte DCS, elle est particulièrement utile pour analyser les vidéoclips performantiels. L'important aussi avec les vidéoclips performantiels, c'est qu'ils mettent en scène des artistes musicaux, donc d'une certaine façon, c'est eux qui communiquent de la manière la plus approfondie avec la façon la plus naturelle d'écouter de la musique depuis qu'il existe dans l'espèce humaine une activité consistant à produire de la musique d'un côté et à l'écouter de l'autre. La musique a quasiment toujours été, depuis qu'elle existe, indissociable du spectacle musical de son exécution. Ce n'est que très récemment dans l'histoire des êtres humains, notamment avec l'invention de certaines techniques comme le disque, support d'enregistrement domestique, qu'on a créé les conditions d'une écoute musicale dissociée de la visualisation des interprètes. Et donc il faut bien se dire que même si on peut considérer que c'est une excellente chose de pouvoir écouter de la musique les yeux fermés, sans avoir l'image des musiciens devant nous nécessairement, c'est quand même quelque chose qui sur le plan historique et anthropologique est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et donc le vidéoclip performantiel, c'est finalement un type de spectacle qui restaure un lien tout à fait naturel entre la musique que l'on entend et les personnes qui la produisent. Même si ce lien souffre donc d'une inauthenticité fondamentale à travers le playback, après tout, si l'illusion fonctionne, on peut considérer qu'on observe les artistes en train de se produire et qu'on entend en même temps le produit de leur exécution. Ce faisant, les clips performantiels exposent souvent des modèles d'être au monde, c'est-à-dire des façons de se tenir, des façons de se comporter, des façons d'interpréter la musique, qui sont autant d'attitudes
au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire le fait d'adopter à la fois un certain comportement et en même temps un certain rapport au monde. Hein, c'est ça que le terme attitude en anglais connote, enfin amène comme sens, et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis ici en italique, pour dire qu'on n'a peut-être pas, il manque peut-être le terme en français adéquat pour capturer l'ensemble de ces significations. À la fois la façon de se comporter, la façon de se tenir, et également l'idée que ça entraîne un certain rapport au monde. Je vais parler d'attitude sans le dire avec l'accent anglais à chaque fois, mais en faisant référence à la signification anglaise du terme attitude. Les clips performantiels présentent des attitudes, c'est-à-dire euh, artistes musicaux ou des performeurs musicaux en tout cas, qui accomplissent certains gestes, sont habillés d'une certaine façon, sont présentés d'une certaine façon, nous sont présentés avec un certain style de vie, avec une certaine façon d'habiter le monde, et que ces façons d'habiter le monde sont souvent, la plupart du temps, des modèles. Parce que les clips performantiels sont à la fois des spectacles, des œuvres d'art, si l'on veut, mais ce sont aussi des messages publicitaires, des messages promotionnels. Hein. On retrouve toujours cette double dimension, à la fois promotionnelle et artistique du vidéoclip musical. Donc le produit que le vidéoclip musical vend, si on le considère comme une publicité, c'est l'artiste musical avant tout. Et il faut donc que cet artiste musical soit présenté, lorsqu'il arrive à l'écran, de façon positive, de façon enviable, de façon valorisante. Hein. Et c'est ainsi que les vidéoclips performantiels nous proposent des modèles d'être au monde. Des modèles d'être au monde qu'il est intéressant d'étudier, au-delà du fait de les éprouver, parce que finalement, ils sont aussi extrêmement révélateurs justement des modèles d'attitude et de comportement qui sont promus au sein de notre culture, et on peut avoir un regard critique là-dessus, comme on peut parfois s'y adonner. Tout dépend en réalité du type de modèle d'être au monde qui nous est présenté. Or, selon les artistes musicaux et selon les genres musicaux dans lesquels ils évoluent, il est évident que des modèles d'être au monde, il y en a une grande diversité. Il est évident que pour un clip de black metal, par exemple, présentera une façon d'être pour ces artistes musicaux qu'il mettra en scène, qui sera très différent d'un clip de pop mainstream. Hein. L'idéal du moi, du spectateur qui se projette dans le corps de l'artiste musical le temps de la projection d'un clip, ne se fait pas sur les mêmes critères. Hein. D'un côté, on aura l'idée d'une attitude très négative, d'une attitude très nihiliste, de critères de beauté qui ne sont absolument pas à prendre en compte, et au contraire, il s'agit plutôt de mettre en avant la laideur. Et puis de l'autre, au contraire, dans la pop mainstream, on aura plutôt un aspect lisse, une insistance sur le luxe de l'univers représenté autour de l'artiste, une attitude festive et positive. Hein, voilà, donc selon évidemment les genres musicaux et les personas des artistes musicaux à l'intérieur de certains genres, on peut avoir des modèles tout à fait différents. Il y a une grande diversité de modèles. On peut se demander après lesquels sont dominants, lesquels sont plus minoritaires. Et donc ça inclut aussi l'idée que le clip performantiel, c'est un type de message audiovisuel qui vraiment donne en pâture le corps des artistes musicaux aux spectateurs, aux audiovisionneurs. Un clip en plus est souvent fait pour être vu plusieurs fois, pour être visionné plusieurs fois, et donc on se repaît d'une certaine manière d'une contemplation permanente d'un artiste musical qui bien souvent est filmé et de tous les plans, est quasiment tout le temps là à l'écran, et qui n'a pas grand-chose d'autre à montrer ou à dire que voilà qui je suis, voilà quel est mon corps, voilà quel est mon comportement, voilà quelle est mon attitude. Donc il y a, avec la question de la performance dans le clip, un aspect de fétichisation qui se met en place et qui est beaucoup plus présent dans les vidéoclips performantiels que dans les concerts musicaux habituels, notamment parce que les vidéoclips nous mettent beaucoup plus
de manière beaucoup plus proche, en rapport avec le corps de l'interprète, hein, notamment grâce à ce qui est une des spécificités du vidéoclip par rapport à un spectacle de scène, c'est le gros plan. Hein, la proximité du gros plan, le gros plan de visage. On peut aussi parler de toutes les manières que l'on peut déployer pour faire en sorte que l'artiste ait l'air beau ou ait l'air cool. Hein, to make the artist look good, c'est quasiment dans les vidéoclips les plus mainstream en tout cas, une des premières une des premières charges qui figure sur le cahier des réalisateurs. Hein. C'est une des premières contraintes qui leur est imposée, un des premiers buts qu'ils doivent atteindre. Donc il y a une grande activité voilà, de fétichisation qui se met en place dans les clips performantiels et qu'on peut interroger, là encore, de façon différente, selon le genre musical, selon le type d'artiste musical, selon le type de spectacle qui nous est proposé. Cette fétichisation peut passer par des voies différentes et peut aussi connoter des valeurs différentes. En soi, elle n'est pas forcément négative, hein, mais évidemment, si la fétichisation de l'artiste musical est là pour véhiculer des valeurs, disons, oppressives, des valeurs matérialistes, des valeurs sexistes par exemple, eh ben, on peut effectivement se poser la question sous un angle un petit peu plus critique de la manière dont opère cette fétichisation. Indépendamment de ces aspects-là, les vidéoclips performantiels sont aussi une occasion de dialoguer avec l'énergie de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'idée de montrer la musique en train de se faire, il y a aussi l'idée d'épouser le mouvement de la musique à travers la mise en scène, à travers le cadre, à travers le montage et à travers éventuellement toutes sortes d'effets spéciaux. Donc un vidéoclip performantiel n'est pas juste là pour nous montrer l'artiste musical en train de performer, il est également là pour créer une dynamique audiovisuelle autour du morceau musical qu'il s'agit de promouvoir. Et évidemment, tout cela nous amène aussi à dire que ce qu'on repère très souvent dans les clips performantiels, ce sont les valeurs culturelles que dégage une musique. Hein. On peut les repérer, par exemple, justement, au type d'attitude que les artistes musicaux vont adopter, hein, selon qu'on soit dans tel ou tel genre musical, au type de décor, de contexte, décor, costume, situation, dans lesquels on va les filmer. Hein. Ça va pas être du tout la même chose de filmer, par exemple, des artistes de rap underground qui vont être présentés dans des quartiers défavorisés, dans un clip très amateur dans sa facture, ou bien une grosse star de la pop mainstream qui évolue dans un univers luxueux et aseptisé. À chaque fois, les valeurs culturelles de la musique sont, enfin, le clip performantiel est là aussi pour capturer ça. À la fois donc l'énergie de la musique et les valeurs culturelles qu'elle dégage, indépendamment ou plutôt en complément de la mise en scène des artistes musicaux. Donc ce faisant, comme on l'a dit, les clips performantiels dialoguent beaucoup avec l'héritage pictural aussi de la peinture, avec l'idée que les tableaux de peinture, depuis qu'ils existent, et tous ceux qui nous sont parvenus, nous montrent que l'exécution de la musique, les portraits en action de musiciens, les portraits de compositeurs, les scènes de fêtes dans lesquelles il y a de la musique, les scènes de bal, les fêtes populaires dans les villages ou les fêtes chez des personnages nobles qui sont les commanditaires des tableaux, etc. C'est un thème récurrent de la peinture depuis des siècles. Et comme je ne veux pas trop alourdir cette vidéo, je ne vais pas ici vous montrer ces tableaux. Simplement, je vous les souligne ici et puis vous pouvez tout simplement faire une petite recherche Google Images pour les retrouver et puis vous verrez voilà, comment ces tableaux peuvent par exemple nous communiquer l'énergie de la musique comme dans le tableau de Paganini par Delacroix, nous montrer
des contextes DCS, décors, costumes, situations, comme dans la fête musicale donnée par le cardinal de La Rochefoucauld par Panini. Nous montrer l'exécution de la musique dans un cadre très quotidien, comme la Minute Joyeuse d'Antonina Revskaya, glorifier les interprètes en les montrant dans des attitudes qui sont des modèles d'être au monde, comme dans Marc-Antonino Pasqualini couronné par Apollon, et puis également exalter des contextes musicaux de la vie courante, comme des fêtes, la fête villageoise de Ténier-le-Jeune par exemple. Le détour par la peinture, il est intéressant pour créer des liens de correspondance avec les vidéoclips musicaux, même si le vidéoclip est un langage différent, le langage audiovisuel est différent de celui de la peinture, mais c'est intéressant notamment par rapport à la question du rapport entre l'artiste musical et le réalisateur. Parce que finalement, ce qu'on retrouve assez souvent dans la peinture, notamment ici chez Andrea Sacchi, qui met en scène un célèbre pianiste de son époque, Marc-Antonino Pasqualini, c'est la relation entre l'artiste musical et celui qui le met en scène, que ce soit par la peinture ou par le vidéoclip, c'est une relation de commanditaire à employer finalement. L'artiste musical, si ce n'est lui-même en personne, en tout cas son label, sa maison de production, emploie le réalisateur de clip pour mettre en valeur son poulain, pour mettre en valeur son artiste, son produit. Donc d'une certaine manière, les réalisateurs de clips sont dans une relation singulière avec les artistes musicaux. Et on peut parfois se poser la question d'ailleurs de l'attribution de l'autorité à l'intérieur des vidéoclips, c'est-à-dire se demander jusqu'à quel point les réalisateurs ont vraiment pris en charge l'aspect créatif du clip ou jusqu'à quel point cet aspect a été largement pris en charge par l'artiste musical. Et selon les cas, il peut y avoir des choses très variables, d'un partage des tâches très variable. Il y a des artistes musicaux, par exemple, qui se désintéressent totalement de la question de leurs clips, parce que finalement, bon, eux, ils sont musiciens avant tout. Bon, il faut bien faire des clips aujourd'hui, donc on y passe, mais ils laissent volontiers au réalisateur toute latitude pour composer le clip comme il le veut. En revanche, d'autres artistes musicaux sont beaucoup plus soucieux de leur image, eux ou leur label, ou leurs conseillers en images, ou etc., ou leurs agents, et du coup laissent beaucoup moins les mains libres aux réalisateurs. Donc d'une certaine manière, tous les cas se trouvent dans la nature, et parfois c'est difficile de savoir exactement qui a vraiment pris telle ou telle décision créative dans le processus. On peut parfois récolter des indices qui nous permettent de le comprendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le clip performantiel pose vraiment cette question du lien entre l'artiste musical et le réalisateur du clip de façon aiguë, hein, de façon mais vraiment cette question en avant. Parce que, en effet, si on est dans un clip narratif ou un clip conceptuel dans lequel l'artiste musical peut très bien ne pas apparaître, là, on va dire que la responsabilité créative du réalisateur semble engagée de façon beaucoup plus nette. Et en revanche, dans le clip performantiel, eh bien, on peut quand même toujours se poser la question. Et pourtant, on voit bien malgré tout que eh bien, certains réalisateurs, même si mettre en scène l'artiste est déjà une contrainte, hein, dont parfois il se serait bien passé et pour proposer des projets plus originaux, même si cette contrainte existe, eh bien, on peut aussi en faire des choses tout à fait intéressantes du point de vue créatif. Donc voilà globalement pour cette première petite vidéo qui visait à poser un petit peu les choses sur le plan théorique pour la question alors à la fois de la classification et de la typologie des clips en général et pour la question des clips performantiels en particulier. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous inviter à examiner toutes sortes de questions liées aux clips performantiels qui seront illustrés ou examinés en tout cas à partir d'exemples tirés de vidéoclips. Donc il y aura des extraits dans les prochaines vidéos, mais je termine celle-ci pour l'instant et je vous dis à très bientôt.